Voyage en récit Erwan Lemainé. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Erwan Lemené, donc vous habitez Brest, en tout cas la région, et dans cette région est née une idée assez brillante, je crois, avec certains de vos amis, qui s'appelle écoterie. Écoterie, le concept de base, c'est que vous proposez à des particuliers comme à des entreprises d'acheter des arbres sur pied, et pour eux, c'est un investissement parce qu'ils retrouvent leur somme plus des intérêts lors de la coupe des arbres et ce que vous en faites après. Alors voilà l'idée, si je ne m'abuse, à peu près en général. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est-à-dire, bon, une question habituelle sans doute pour vous, mais d'où est née cette idée avec ses amis? Et aujourd'hui, où en est-elle rendue? Comment a-t-elle fait son petit bonhomme de chemin? Merci Geoffroy de votre invitation. Alors peut-être pour répondre juste sur le modèle d'écoterie, comme ça ce sera fait et nos auditeurs pourront voir notre site et puis avoir une bonne compréhension de ce qu'on propose. Alors l'idée, c'est l'innovation d'écoterie est avant tout une innovation juridique. Les forêts sont un monde un peu à part en France, qui appartiennent bien souvent à des grandes familles françaises ou à des gens qui ont historiquement avaient des domaines. Et on n'a jamais envisagé la forêt que par massif, et voilà, et que par cadastralement, en fait, si je peux employer ce terme-là. Et donc, nous, notre approche était de dire, finalement, la France entière aime les arbres. On a coutume de dire qu'on a tous une histoire d'amour avec un arbre, quand on était petit, l'arbre dans lequel on avait fait une cabane, etc. Et en fait, il y a énormément à apporter à la forêt française actuellement. Et en fait, notre innovation juridique, c'est tout simplement d'avoir séparé la propriété du foncier de la propriété de l'arbre. Donc, le foncier appartient à Écoterie, nous sommes propriétaires fonciers, donc on paye les impôts, etc. Et en revanche, les arbres appartiennent à nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Et ils appartiennent via un principe qu'on appelle le bien meuble par anticipation, qui est couplé au droit de superficie, qui remonte à Napoléon. Et donc, c'est un truc très sérieux, puisqu'on a obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers pour mettre en vente notre projet. Et donc, ça veut dire que vous pouvez être propriétaire forestier et acheter des arbres à l'unité sur des terres qui nous appartiennent, étant donné que ces arbres vous appartiendront lorsqu'ils seront détachés de leur support à terme, c'est-à-dire dans la majorité des cas de très longues années. Voilà, entre globalement 25 et 50, voire même 70 ans. Donc ça, on comprend bien que les arbres en général, les forêts appartiennent à des domaines privés. Justement, comment faites-vous pour, comment dire, pour les acquérir, pour peut-être rachetez-vous les terrains? Comment faites-vous pour contacter les propriétaires et faire en sorte qu'ils vous vendent ces parcelles? Ou ce sont déjà des parcelles qui sont mises en vente ou est-ce que parfois vous allez aussi un peu débusquer ces personnes-là pour leur dire, écoutez, nous on a un projet pour sur ce terrain-là, est-ce qu'il peut, est-ce que nous pouvons en faire? Est-ce que vous consentiriez à le vendre aujourd'hui? Est-ce que ça se passe comme ça dans les faits? Oui, un peu comme ça. Alors, pour vous répondre sur cette question, nous, Écoterie, la valeur qu'on apporte, il existe aujourd'hui des tas de forêts qui sont bien gérées, il faut le souligner. C'est pas le cas, c'est pas la majorité des cas, mais ça existe. Nous, on arrive, si je prends une analogie, on achète un immeuble qui est complètement à refaire. Voilà. Donc nous, on a en interne des compétences, on a notamment des experts forestiers, des gens qui travaillent donc, sur les plans de gestion qu'on va mettre. Donc on a pour vocation à réhabiliter une forêt ou à carrément faire des boisements, c'est ce qu'on préfère faire. Donc sur d'anciennes terres agricoles par exemple qui ont été abandonnées, qui n'ont plus de subventions, ou des terrains qui sont aujourd'hui euh, pas utilisés. Et donc le principe c'est de dire bah nous on va faire tout ça et en revanche la propriété des arbres sera donc celle du particulier ou de l'entreprise. Peut-être juste pour si vous me permettez pour revenir un tout petit peu en arrière sur quelle est en fait la motivation. Et là je vais peut-être revenir sur l'aspect philosophique parce que finalement écoterie est la concrétisation d'un problème que moi je portais déjà depuis que j'étais au scout voilà, quand j'avais 15 ou 16 ans. Et là, je peut-être un peu m'emballer, mais bon, c'est là pour ça l'émission aussi, hein, c'est pour de dire ce qu'on a au fond de son cœur. Alors, je commence un peu comme ça. Ça fait très longtemps que je suis intimement convaincu que le développement durable et l'environnement est le principal enjeu du XXIe siècle. On parle beaucoup de la révolution numérique, l'Internet, tout ça, ça change nos vies, c'est vrai. Mais en fait, il suffit juste d'imaginer que l'Inde et les Chinois consomment comme des Américains pour imaginer qu'on va vers un blast environnemental. Un blast, quand je dis un blast, c'est un chaos environnemental. Voilà, excusez-moi. On est vraiment sur un modèle où la moitié du monde consomme n'importe comment et on demande à l'autre moitié de se tenir bien parce que sinon il va y avoir des impacts qui vont être trop forts. Et donc,
Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on est la première génération, donc moi j'ai 35 ans, à voir au quotidien aujourd'hui l'effet du réchauffement climatique. Et je tombe pas dans les méandres du GIEC ou autre, hein, mais aujourd'hui c'est un constat quand même. Enfin, clairement, la pollution, etc. Donc on est la première génération à le constater vraiment au quotidien, et on a en même temps la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Et j'aime bien cette phrase qui dit en fait, il est trop tard pour être pessimiste. Voilà. Et donc, moi, mon idée, c'était de me dire, mais finalement, bon, si c'est vraiment l'enjeu principal, comment, par quelle manière on va y résoudre? Voilà. Et moi, je me suis fait très vite la réflexion. En fait, en France, il y a deux façons de résoudre les choses. Soit par le mécénat, donc il y avait des petites, un peu comme les pièges jaunes, là, on récupère des petites tirelires en papier dans la boulangerie, on donne 3 centimes voilà, pour le climat, l'environnement, les arbres, enfin peu importe, la biodiversité. Donc autant dire que enfin, c'est prendre le problème à l'envers. Et puis l'autre moyen, c'est évidemment le moyen que préfère l'État, c'est de mettre des impôts. Donc on a mis la taxe carbone, on a mis la taxe bonus-malus, la taxe sur l'environnement, la taxe sur les vols, la taxe sur les frigidaires, la taxe sur tout en fait. Et nous, avec le caractère bien latin qui nous caractérise, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on essaie de se faufiler pour pas payer les taxes parce que on est fait comme ça. Et je me dis, mais en fait, ça peut pas marcher, c'est tellement important, il en va de notre survie, de la survie de nos enfants et des enfants de nos enfants. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir quelque chose qui est sain, quoi, qui tourne? Et en fait, j'ai regardé un peu ce qui se passait ailleurs, et par exemple, les Scandinaves ont 20 ans d'avance sur nous là-dessus. Et pourquoi ils ont 20 ans d'avance? Parce que tout simplement, au lieu de mettre des taxes, ils ont mis un bonus à faire les choses correctement. Et je vous donne deux, trois exemples, mais qui vont illustrer pour nos auditeurs. Au Danemark, tout le monde se dit pourquoi il y a autant de vélos alors qu'il pleut pratiquement autant qu'à Brest. Et bien parce que tout simplement, les employeurs remboursent les indemnités kilométriques en vélo autant que les voitures. Donc le travailleur, il a un intérêt à prendre son vélo, parce qu'il va économiser de l'argent. Pourquoi il y a les entreprises payent moins d'impôts quand elles ont un taux d'absentéisme qui est plus bas. Donc elles ont intérêt à en faire le pays le plus heureux du monde. Voilà. Pourquoi il n'y a aucune bouteille dans la rue? Parce que chaque bouteille est consignée, et que chaque bouteille vaut 20 centimes, et que même quand vous êtes riche, vous ne mettez pas 20 centimes à la poubelle. Donc voilà, en inversant le modèle, on se dit, mais il faut que ça devienne intéressant pour les gens. Si c'est uniquement du mécénat, du don ou de la contrainte, les gens ne vont pas jouer le jeu. Voilà, il faut les intéresser à ça et que ce soit qu'on crée un cercle vertueux. Et aujourd'hui en France, je prends un exemple, entre deux entreprises, une entreprise qui a exactement la même activité, prenons deux supermarchés, s'il y en a un qui fait des efforts pour l'environnement, enfin, qui fait des efforts d'isolation sur son bâtiment, qui fait rouler ses commerciaux dans des véhicules non polluants, etc., le résultat, c'est qu'à la fin de l'année, à chiffre d'affaires équivalent, il y en a un qui aura plus d'argent dans la poche que l'autre, et ce sera celui qui aura fait le moins d'efforts. Voilà. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, l'idée avec Écoterie, c'est de permettre de transformer cet actif enfin, l'arbre en un actif. Donc c'est pas un coût, en fait, là, quand vous êtes une entreprise, vous les mettez dans votre actif et il vous génère un bilan carbone positif. Donc en faisant ça et en ayant un gain associé qui sera évidemment dans le futur, vous créez un espèce de cercle vertueux où en fait en contribuant à la reforestation ou à la reprise de massifs sylvicoles en impasse de gestion, vous redonnez vie à des forêts, vous captez du carbone et en même temps vous faites un geste intelligent qui est non punitif. Alors si on essaye d'imaginer plus loin, justement, on a compris qu'il y a certaines différences entre les pays, ici par exemple entre le Danemark et là où nous en sommes rendus en France. Mais justement pour Écoterie, est-ce que vous avez pensé aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui on sait que malgré ces petites actions, si je puis dire, à cause des plus grosses et qui sont plus néfastes, bah on va dans le mur. Alors quelles pourraient être d'autres idées pour Écoterie, justement pour aller plus loin? Est-ce qu'il y a des développements possibles? Est-ce que vous avez pensé à certaines choses? Et comment faire pour nous bouger un peu plus? Et autre question, comme ça s'adresse tant aux particuliers qu'aux entreprises, on peut s'imaginer que pour se donner bonne conscience, pas mal de personnes, pas mal d'entreprises vont se dire: «Bon, bah, je vais acheter des arbres et ça va me, comment dire, me rentabiliser, on va dire, me rembourser une certaine pollution que j'occasionne par ailleurs». Alors, la question elle est double, c'est, là-dessus, c'est comment accueillir ces personnes-là qui veulent se donner bonne conscience et en même temps que leur proposer? Parce qu'elles n'ont peut-être pas d'autres solutions, en fait. Absolument. Alors moi je suis économiste de formation, banquier, et donc c'est très gentil d'aller dénoncer un transporteur. Voilà, mais le transporteur, son métier c'est de faire rouler des camions. Et le meilleur moyen qu'il a de ne pas polluer, c'est de ne pas faire rouler ses camions, et c'est donc de faire faillite, et donc de mettre des familles au chômage et un service qui ne délivre pas. Donc il faut arrêter aussi dans certains débats, d'être jusque boutiste. Voilà, et quelque part, il y a des situations dans lesquelles l'émission de CO2, il faut la réduire au maximum, mais elle sera là nécessairement.
Mmh. Voilà. Et la première chose, c'est votre chauffage, votre électricité, tout ça, voilà, contribue à l'émission de CO2 et c'est pas pour autant qu'on va pas se chauffer. Alors, il y a deux actions. La première, c'est réduire. Mmh. Voilà. Et ça, c'est le plus intelligent, c'est-à-dire c'est éviter d'émettre le CO2. C'est-à-dire si on peut prendre moins sa voiture, enfin avoir tous les gestes de bon sens en fait au quotidien qui permettent de réduire son empreinte carbone, c'est déjà un premier pas collectif. Et le deuxième, c'est de compenser. Et moi, là, j'ai un peu l'habitude de dire que l'entreprise qui veut commencer à compenser, elle commence déjà à faire un premier pas, et il faut l'encourager dans cette démarche-là. Mmh. Et alors, typiquement, pour prendre un cas concret, nous, on a beaucoup de transporteurs qui sont évidemment clients chez Ecoterie. Nous, en fait, on a quand même une approche qui est un peu innovante, parce que le transporteur, s'il se dit, bon, je réduis tout ce que je pouvais, j'ai pris les camions les moins polluants, bon, maintenant, je continue, je peux pas polluer moins, donc je vais compenser. Donc il a deux choix, soit il achète de la tonne carbone sur un marché régulé, et en gros, ça revient un peu à payer une amende, hein. Oui, j'ai payé l'amende, j'ai acheté de la tonne carbone. Soit il plante des arbres. Et il peut dire à ses clients, j'ai planté des arbres à tel endroit, je suis breton, je circule en Bretagne, et bah la forêt de Langoélan, j'ai contribué à reboiser 20 hectares qui pendant 50 ans vont capter du carbone. Mmh. Je dis pas que c'est suffisant, mais je dis qu'en termes de message commercial, c'est quand même beaucoup plus valorisant que de dire j'ai payé l'amende. Oui. Et donc ça, c'est la première, premier bienfait qu'on avance. Et le deuxième, c'est que les arbres, évidemment, ils vont pas capter du carbone que la première année, ils vont capter du carbone pendant 50 ans. Donc si on raisonne un peu sur le long terme, pour répondre à votre première question, si maintenant on prend conscience de compenser des actions, même si elles sont dans le temps, on dit que le transport aérien est incompensable. Et c'est vrai, c'est pas compensable un transport aérien sur une année. Par contre, pour vous donner une idée, un vol Paris-Brest, ça émet à peu près 500 kg de CO2, et un arbre, dans la durée de sa vie, va absorber à peu près une tonne. Donc Mmh. ça veut dire que pour un aller-retour sur Brest, si vous plantez un arbre, bon, nous on les vend à 15 euros, je ne fais pas de la publicité commerciale, mais ça veut dire que en une révolution, qui est une durée de la vie de l'arbre, donc dans 30 ou 40 ans, cet arbre aura absorbé un vol. Voilà. Et ben, je veux dire, à l'échelle de l'humanité, 30 ou 40 ans, si tout le monde commence à compenser, même sur une durée qui est plus longue, dans 30 ou 40 ans, on va arriver à un cercle complètement vertueux où tout sera Mmh. auto-régulé en termes de carbone sur la durée. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais vu le vu le retard qu'on a pu prendre sur le nombre de vols qui ont eu lieu déjà ces 100 dernières années, j'imagine qu'il faudrait une superficie de forêt sur la planète assez considérable. Malheureusement, elle se réduit. Du coup, ça m'amène à la question que j'avais, c'est quelles idées on pourrait, enfin, on sent une mobilisation qui est nécessaire, en fait, et on si on est un peu pessimiste, on peut se rendre compte que, bah, il va en falloir beaucoup, quoi, des arbres, et ça va peut-être pas suffire. Du coup, comment se mobiliser pour trouver des idées? Comment se lancer comme vous avez fait vous avec vos amis, en fait, quoi? Il suffit pas d'avoir juste une idée, faut aussi pas mal de volonté, puis savoir si elle tient la route, et y croire. Enfin, ça passe par des jalons qui sont quand même pas qui sont pas négligeables, et et comment avoir foi en ces projets pour cette cause écologique, en fait? Bah, je vais faire une réponse où je vais essayer d'être le plus humble possible. Mais nous, quand on a créé Écoterie, j'aurais jamais pu imaginer qu'on aurait aujourd'hui 30 salariés à Brest, à Paris et à Copenhague. On est à l'international aussi et qu'on fasse pratiquement 3 millions de chiffre d'affaires cette année. On a été créé il y a 4 ans. Mmh. Je suis heureux de constater que finalement ça intéresse des gens et puis et que finalement il y a une espèce de prise de conscience collective du fait que en fait il faut faire quelque chose quand même. Voilà. Alors c'est un petit pas, mais j'aime bien la fameuse allusion, enfin la légende du colibri que vous connaissez, Geoffroy, je pense. Colibri qui va déposer une goutte d'eau dans un incendie de forêt. Là, on pourrait prendre l'exemple de l'Australie et qui dit bah voilà, mais j'ai fait le maximum que je pouvais. Mmh. Et je pense que cette conscience collective, elle est quand même en train de prendre aujourd'hui. On a bien vu le virage qu'il y a eu sur la nourriture depuis maintenant 10 ans. Les gens, ils veulent plus beaucoup de quantité pour pas cher, des produits qu'ils connaissent pas, qui viennent du bout du monde, sur lesquels il y a peu de traçabilité. On est arrivé quand même à responsabiliser les gens dans leurs habitudes alimentaires, et je suis assez confiant sur le fait que ça va assez vite évoluer sur l'aspect environnemental. Et je prendrai juste pour terminer deux exemples qui moi m'ont beaucoup touché parce que je me revois 15 ans en arrière quand je sortais de mon école d'ingénieur où la voie royale c'était les grands cabinets de conseil ou la banque, la finance, enfin les métiers, voilà. Aujourd'hui, on a quand même la chance chez Coterie d'avoir une polytechnicienne et deux personnes qui ont fait HEC, qui on a recruté en sortie d'école et qui rejoignent notre projet
à des salaires qui sont bien inférieurs à auxquels ils pourraient prétendre dans des boîtes, Mmh. enfin, je veux dire, de premier rang, mais parce qu'ils ont la conviction aujourd'hui qu'ils sont attendus précisément sur ce sujet-là. Ils veulent du sens. Mmh. Et les jeunes aujourd'hui, moi je suis stupéfait de voir qu'ils veulent plus des grosses voitures. Quand ils ont réussi, ils roulent en vélo, ils font du covoiturage. On est arrivé, la frugalité est quand même aujourd'hui quelque chose qu'on doit apprendre de nos enfants et de la génération qui est après nous, hein. Ça, c'est assez bluffant. Alors il y a aussi autre chose qui pourrait peut-être nous aider, mais ça rejoint justement le domaine, forestier. C'est-à-dire que quand on aime bien la randonnée, par exemple, on peut se rendre compte que l'arbre qu'on voit là, enfin, il a mis, c'est ça, 20, 30, 40 ans, 50 ans, parfois plus, à être ce qu'il est là. Donc forcément, il y a une notion du temps qui est quand même assez, considérable dans le domaine sylvestre et en même temps, dans la société dans laquelle nous sommes, tout est, ou tout a été toujours pour la vitesse. Les grosses voitures qui vont très vite, et qu'on taxe du coup, le maximum de chaînes télévisées et qu'on finit par taxer aussi. En fait, on est toujours dans une relation de: «J'en veux plus et tout de suite». Alors, est-ce que les personnes qui viennent vous voir pour acheter des arbres aussi prennent ce facteur temps aussi en considération? Dans le sens, se disant: «Bon, bah, il faut en même temps que je me bouge le plus vite possible pour contribuer à cette écologie et en même temps, je sais que ça va prendre des années». Et est-ce que certains ne sont pas frileux par rapport, justement, d'un point de vue, financier, sur le délai que va prendre la croissance de l'arbre, puis sa coupe? Absolument. Alors moi, je partage ça avec vous, Geoffroy. On vit dans un monde de fous, vraiment. On est aujourd'hui, on peut être dérangé en temps réel via tous les réseaux sociaux. Enfin, c'est effroyable en fait. Au final, moi, j'ai un smartphone. Quand je l'ouvre, j'ai 20 pastilles sur 15 applications différentes de sollicitations par des biais différents. Enfin, on arrive dans un monde ultra sollicité. Les gens doivent être disponibles tout le temps. Tout doit aller vite. On ne regarde pas plus loin que les 6 mois ou l'année qui arrive. Mmh. Et on a perdu en fait ce raisonnement du temps long. Heureusement, en fait, les jeunes, dont je parlais précédemment, avec leur aspect un peu frugal, ils ont à peu près, enfin, on retrouve un peu quand même certaines bonnes pratiques et un certain idéal autour de la création sur le long terme. Moi, je crois beaucoup à ça. Et moi, à titre personnel, je prends un exemple, mais je suis effaré, par exemple, pour pas le citer, pour des sites de e-commerçants qui vous livrent en 12 heures chez vous. J'en étais le client, hein, j'en étais le client, mais et je me revois encore l'année dernière commander des brosses à dents pour les enfants qui m'ont été livrées en 12 heures. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un livre en 12 heures? Je sais pas, peut-être qu'on peut apprendre 6 jours, 3, 4, 5, 6 jours, que le colis soit mutualisé avec d'autres. Est-ce que c'est la peine de déplacer une personne en scooter de chez moi pour me livrer une brosse à dents pour les enfants? Je pense pas. Donc on arrive en fait, on arrive droit dans le mur, là. Donc il faut commencer à prendre de la hauteur par rapport justement au numérique, au poids du digital, par rapport aussi justement à tous ces aspects environnementaux et poids des actes qu'on porte et notre mode de consommation. Et moi je suis convaincu, et j'espère, je pense que c'est la seule façon d'y arriver, que dans un futur proche, l'empreinte environnementale sera inclue dans le prix. Mmh. Donc si on veut changer de smartphone tous les ans, bon, on change de smartphone tous les ans, mais ça coûte très cher. Voilà. Parce qu'il va falloir compenser aussi le coût environnemental. Et donc les personnes qui vont être plus mesurées auront quelque part plus de pouvoir, enfin voilà, pour faire des économies comme ça. C'est indispensable que ça fonctionne comme ça. Donc finalement, votre initiative permet aussi de faire, un peu cette apologie de prendre son temps, en fait, de le mesurer, de le vivre et de le savourer presque. Parce que la personne qui achète ses arbres, chez Écoterie, peut tout à fait aller voir où il est, ou aller voir où sont Mm. ses arbres, se rendre compte que d'une part, il grandit à son rythme, et d'autre part que se balader en forêt, c'est quand même un certain plaisir. Oui, absolument. Et d'ailleurs, nos clients, quand on leur pose la question, la chose ils sont le plus fiers, c'est de pouvoir dire à des dîners, je suis propriétaire forestier. Et voilà. Et j'avais pas 10 000 € dans ma poche pour acheter une forêt moi-même. Et puis j'ai pas les compétences pour la gérer. Par contre, j'ai contribué à un projet qui se situe en Bretagne, au Mans, on a des forêts maintenant un peu partout, hein, puisqu'on a pratiquement 1 000 hectares maintenant, et j'ai mes arbres qui sont là. Mmh. Et j'ai un chêne rouge d'Amérique, j'ai un hêtre, j'ai un épicéa de Sitka, j'ai un Douglas, voilà, on a évidemment pas mal d'essence. Et en fait, juste par rapport à votre point précédent, les gens aujourd'hui, leur motivation d'achat chez les coteries, il y en a trois.
La première, c'est évidemment l'aspect environnemental. C'est de dire, je veux compenser quelque part mon empreinte carbone, j'ai envie de faire un geste qui a du sens. Le deuxième, c'est l'aspect patrimonial. Vous l'avez évoqué, on n'est pas un produit financier. Donc la personne qui vient chez nous pour vraiment faire 2% par an, ce qui est le taux aujourd'hui qu'on annonce et qu'on va servir à nos clients selon nos projections, c'est un taux qui est certifié, encore une fois, par un expert indépendant. Donc c'est pas nous, c'est tamponné par un expert indépendant, mais il y a un certain aléa dessus. Voilà. Donc nos clients, ils ne déposent pas leurs économies pour s'ils ont besoin de le ressortir à court terme. Donc on a des paniers moyens d'achat qui sont quand même relativement faibles. On est sur des paniers à 200-300 euros. Enfin sur un voilà. Donc c'est quand même Mmh. anecdotique par rapport à l'épargne qu'ils ont à côté. Et enfin le troisième moteur d'achat qui est le plus surprenant, mais que je trouve absolument génial, c'est la symbolique de l'arbre. Mmh. La symbolique, c'est l'enracinement, c'est le temps long. Et aujourd'hui, moi qui ai la chance d'avoir des enfants, j'en ai fait l'expérience. J'ai eu, pour la naissance de certains de mes enfants, jusqu'à 10 ou 15 doudous différents, qui m'ont été faits très gentiment par des gens. Mais est-ce que ça a du sens d'offrir 15 doudous? Et je pense qu'offrir un arbre à un enfant qui, dans 15 ou 20 ans, pourra dire c'est l'arbre que ma nounou m'a offert quand je suis né, ou que mon grand-père, etc., a planté, etc., ça a du sens. Et l'enfant va s'en rappeler plus tard. Déjà, ça fait du bien à l'environnement, à la planète. Et en plus, il aura un petit, enfin, et des revenus quand l'arbre sera récolté. Et ça lui rappellera aussi cette image-là. Et c'est l'image du temps long, de l'enracinement, voilà. La symbolique est très belle. Et on a aujourd'hui beaucoup de clients qui l'utilisent en disant, bah, ça a beaucoup plus de sens d'offrir un arbre pour notre relation que de vous offrir un énième cadeau. Alors justement, parlons essence. Non pas celle du pistolet qu'on met sur la tempe du réservoir, mais essence des arbres. Déjà, quelles essences avez-vous? Feuillu et résineux, les deux. Ensuite, une question peut-être un peu plus espiègle, mais comment les avez-vous choisis? C'est-à-dire en fonction des sols, en fonction des terrains, en fonction de, je sais pas, la position par rapport à la lumière, ou les avez-vous aussi choisis par rapport à leur rythme de croissance, par rapport, dans une équation, je vais dire la plus financière, par rapport à, pour prendre peut-être des espèces qui poussent plus vite que d'autres, ou est-ce que cela n'a pas eu lieu d'être, vous avez pensé directement simplement aux espèces déjà présentes? Alors c'est une très bonne question et je vais y répondre honnêtement. Moi qui suis banquier, j'avais historiquement une approche un peu plus financière. C'est-à-dire, il y a un gain espéré, donc on va prendre des essences qui collent en fait à l'offre qu'on veut proposer. Et on s'est très vite rendu compte que c'était pas le moteur le plus important. Et on a fait une fameuse profession de foi en décembre dernier, qui est de dire aujourd'hui, on ne fera aucune monoculture. Donc on n'est que de la sylviculture qu'on appelle raisonnée, dite proche de la nature, où on mélange les espèces entre elles, donc il n'y a aucune monoculture. S'il y a une espèce principale, ce qui est le cas en fait dans nos forêts, il y a une essence principale, elle est toujours mélangée avec d'autres qu'on appelle des espèces d'accompagnement. Et il y a systématiquement feuillus et résineux. Le deuxième acte, c'est de dire qu'on a toujours préservé la biodiversité. On a une petite histoire dans notre deuxième forêt, qui était qu'on avait fait une projection sur une acquisition de 20 hectares en Île-de-France, et sur lequel on s'est rendu compte, post-acquisition, qu'il y avait 2 hectares de zone humide. Hmm. Alors moi, le financier, j'ai dit, bah, on va passer un coup de bulldozer, on va planter dessus, parce que on peut pas se passer 2 hectares, c'est quand même 10% de revenus en moins sur le projet, donc c'était même plus rentable. Ça proposera pas. Et mes associés ont dit, bah non, en fait, il faut respecter cet engagement. Et donc, voilà, ils ont eu raison. Et en fait, on a fait appel à notre communauté qui a dit, évidemment qu'on ne plantera pas sur la zone humide, et on va compenser le manque à gagner pour Écoterie par des dons qu'on va faire pour la biodiversité. Donc le deuxième axe, c'est la biodiversité, et aujourd'hui, on a des ruches pratiquement dans toutes nos forêts. On a des chauves-souris, on a des trucs très exotiques, hein. Voilà, on a tout un tas de. Voilà. La troisième chose, c'est limiter au maximum les interactions, notamment avec les produits chimiques. Donc, c'est aussi demandé par nos clients, au détriment de la rentabilité, hein. Hmm. Donc, on a des traitements manuels aujourd'hui. Typiquement, on utilise de la graisse de mouton comme répulsif pour les cervidés au lieu de prendre des produits chimiques, etc. Donc, c'est plus de travail, mais c'est aussi une sylviculture qui est plus proche de la nature. Donc, en fait, et aujourd'hui, là, en 2019, on ne peut plus envisager notre écoterie sans ça. Et si on devrait revenir à un modèle qui est un peu plus rentable, profitable, on le ferait pas. C'est la seule chose aujourd'hui qui est vraiment, qui va vraiment dans le sens et de ce qu'on veut faire, et qui en plus, on a une chance inouïe qui correspond à nos clients. Nos clients auraient pu dire, en fait, nous, ça nous convient pas, on préfère plus de rentabilité. Mais c'est absolument pas le cas. Dernière question, puisqu'hélas nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Quel est le devenir des arbres du coup qui sont coupés?
Vous savez vers où ça part? Dans quel pays? Dans quelle manufacture? Alors je maîtrise pas la destination de l'arbre. En revanche, on s'emploie aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des forêts de production. Mmh. La forêt de production produit du bois d'œuvre qui est destiné à être stocké après durablement dans des charpentes, enfin dans de la construction, dans de l'ameublement, et cetera. Et donc aujourd'hui, notre partenaire sont que des partenaires français. A priori, je crois qu'il y a une grosse partie qui est quand même destinée au marché français, mais je ne peux pas m'engager sur le fait qu'il n'y ait pas quelques arbres qui partent à l'étranger. Mais à la limite, je serais heureux qu'on soit en surproduction, qu'on arrive déjà à alimenter notre propre marché au lieu d'en faire venir, et pour qu'ensuite on puisse en vendre à nos voisins qui en manqueraient. Alors ce n'était que l'avant-dernière question. Quelle est votre espérance pour Écoterie aujourd'hui, que ce soit ici en Finistère ou en France en général? Parce que je crois que vous vous développez dans beaucoup d'autres départements. Mais écoutez, c'est de croître. Vous voyez, on a commencé à 4 il y a 4 ans, aujourd'hui on est 30. Et donc notre ambition, ce qui est bien, c'est que notre ambition est alignée avec l'intérêt de la nature, parce que plus on va croître, plus il y aura de massifs, plus on va reprendre de terrain, plus on va pouvoir reboiser. Et aujourd'hui, on est vraiment animé par ça, par ce métier qui a du sens, vraiment, dans lequel on se retrouve, et pour lequel on a envie de se donner, et parce que quelque part, ça correspond aussi à nos valeurs. Eh bien, Erwan, merci beaucoup. Et on peut rappeler pour les auditeurs qui seraient intéressés qu'ils peuvent tout simplement trouver votre site internet, écoterie, ecotree.fr sur internet. Voilà, merci beaucoup et bonne semaine à tous. Au revoir.